bonjour à tous. Donc aujourd'hui, effectivement, l'idée c'est, alors le titre c'est l'importance des grands groupes dans l'innovation. Ma présentation sera plutôt axée sur comment les grands groupes s'intègrent dans leur écosystème, dans les écosystèmes, et comment ils arrivent à collaborer avec des acteurs qui historiquement n'étaient pas forcément dans leur scope, en tout cas pour certains grands groupes. Donc justement, quand on parle d'écosystème, on a beaucoup d'acteurs qui sont en jeu, les grands groupes bien évidemment, les startups, et on parle beaucoup de relations entre les startups et les grands groupes, mais dans le cadre de l'innovation, il y a aussi le rapport avec les citoyens, en particulier pour l'agroalimentaire. Les consommateurs que nous sommes, on est les premiers concernés, les collectivités et pouvoirs publics, bien évidemment, dans le cadre de la sécurité alimentaire, du contrôle qualité, et évidemment les laboratoires académiques et les universités et écoles. Alors pour répondre justement aux différents défis dont parlait Aurélien, que représente le changement climatique, que ce soit en termes de production, de qualité, les grands groupes sont confrontés à une problématique qui est qui va pouvoir nous aider justement dans la résolution de ces défis. Donc c'est un problème de compétences, d'expertise et du coup de formation, parce que les gens qui rentrent dans les grands groupes aujourd'hui vont devoir répondre à ces défis-là. Et donc justement, il y a deux acteurs qui rentrent dans l'équation, qui rentrent particulièrement dans l'équation, que sont les laboratoires et les universités et les écoles. Pourquoi? Tout simplement parce que les laboratoires proposent et développent leur expertise scientifique et technique. Alors quand je dis scientifique, je ne parle pas forcément de sciences dites dures comme l'informatique, la biologie, je parle aussi de sociologie. Dans le cas de la relation entre les grands groupes et le citoyen, la sociologie a un rôle à jouer qui est très important. Le développement des compétences, et évidemment pour les universités et les écoles, la formation. Donc, quelles sont les compétences dont les grands groupes et les startups, bien évidemment, vont avoir besoin dans les prochaines années pour innover. Alors justement, quand on regarde un peu les études qui existent sur le sujet, donc une des dernières études qui a été publiée par PricewaterhouseCoopers sur, au niveau de dirigeants, qu'est-ce qui les préoccupe le plus? Il y a deux choses qui sont nos deux sujets aujourd'hui. La vitesse du changement technologique, donc comment innover face à ces changements technologiques, et le recrutement. Comment je trouve les talents qui vont pouvoir m'accompagner dans ces changements technologiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à mettre en regard. C'est dans le cadre d'innovation, il y a à la fois la partie expertise technique, d'une part, où quels sont les gens dans l'écosystème, le plateau de Saclay est un bon exemple, puisqu'on a des grands groupes qui sont présents historiquement sur le plateau de Saclay, comme Danone évidemment, comme Thales, qui sont là depuis assez longtemps, et d'autres qui viennent s'implanter, l'Université Paris-Saclay et l'Institut Polytechnique de Paris qui sont présents, qui constituent un écosystème, les startups qui se développent de plus en plus sur le plateau. Et donc dans cet écosystème, qui sont les personnes qui vont pouvoir m'accompagner? M'accompagner comment et avec quelles compétences? Alors quand on regarde justement quelles sont les compétences qui sont importantes et difficiles à trouver, innovation et créativité, c'est ce que répondent en tout cas les dirigeants, leadership, intelligence émotionnelle, donc la capacité à collaborer quelque part et à comprendre l'autre, l'adaptabilité et la capacité à résoudre des problèmes. Donc, quand on regarde cet ensemble de compétences, en fait, on se rend compte que, inversement, il y a un type d'acteurs dans ces écosystèmes qui correspondent bien à ce pool de compétences. Et en fait, ces acteurs-là, c'est les chercheurs. L'innovation et la créativité, c'est quelque chose d'assez évident, entre guillemets. Problem solving, évidemment, dans le sens où, quand on est chercheur, l'idée, c'est déjà de bien se poser la question, de bien poser la question et ensuite d'y répondre, et l'adaptabilité, puisque le monde de la recherche, par définition, c'est un monde qui évolue
tout le temps, puisque les connaissances et les expertises évoluent. Donc ces chercheurs-là, ils correspondent à cette description. Alors maintenant, la question c'est, quand on est un grand groupe ou même une start-up, comment on va collaborer avec ces chercheurs, puisque c'est une population qui, historiquement, il y avait un gap entre les chercheurs et le secteur privé, et ce gap a tendance à se réduire. Comment on peut collaborer entre le monde académique et les grands groupes? Donc il y a plusieurs manières. Il y a la partie purement ressources humaines, où on va recruter ou faire appel à des gens qui sont issus du secteur académique, à savoir les docteurs. Donc on peut recruter des PhD, on peut faire appel à eux ponctuellement, donc, pour défricher un sujet par exemple, une mission d'expertise. On peut mettre en place pour des sujets un peu plus amont des tests CIFRE. Alors pour les tests CIFRE, ça veut dire Convention industrielle de formation par la recherche. En gros, c'est des thèses en entreprise et qui sont subventionnés par l'ANRT qui dépend de l'État, subvention de 14 000 € par an. Donc ça, c'est pour la partie ressources humaines. Il y a la possibilité de faire de la recherche partenariale. C'est loin d'être exhaustif parce que le monde académique et les dispositifs sont extrêmement nombreux, mais ce sont quelques exemples. Par exemple, en montant des projets ANR ou européens, donc qui sont financés soit par l'État français, soit par l'Union européenne, pas à 100% et avec des taux de réussite qui varient, mais c'est très intéressant. On peut faire de la R&D externalisée, par exemple via des instituts Carnot. Les instituts Carnot sont spécialisés sur tel ou tel domaine et dans telle et telle région. Mettre en place des chaires de recherche. Alors, par exemple, dans le cas de l'agroalimentaire, on a Agrotic qui existe aujourd'hui et qui s'intéresse justement à la place des technologies de l'information et de la communication dans l'agroalimentaire, où il y a des entreprises. Alors, on peut faire des chaires de recherche soit en tant qu'entreprise seule, alors il faut avoir les moyens financiers de le faire, ou en consortium. Alors, par exemple, Agrotic, il y a des entreprises comme BASF, Thales, etc. qui sont partenaires. Et enfin, il y a la possibilité, puisque les chercheurs, dans le cadre de leur travail, sont amenés à déposer un certain nombre de brevets tous les ans, et brevets qui ne sont pas forcément exploités, il y a possibilité justement soit de racheter ces brevets, soit d'avoir une licence d'exploitation. Et donc là, c'est le rôle d'acteurs comme les SAT. Donc évidemment, à Paris-Saclay, il y a la SAT Paris-Saclay qui s'occupe de ça. Dernier modèle qui commence à émerger, ce qu'on appelle l'open science. Donc en gros, on a un grand groupe, on travaille en interne, et on veut collaborer avec la recherche, et là on décide d'ouvrir grand les vannes quelque part. C'est le cas par exemple d'une entreprise allemande qui est assez peu connue en France, qui est une grosse pharma, qui s'appelle Boehringer Ingelheim. Donc dans le cas des biotechnologies, sujet qui est souvent en lien bio, donc pharma et agro, il peut y avoir des points d'accroche. Donc cette pharma, Boehringer, propose aux chercheurs de leur envoyer les molécules propriétaires de Boehringer, gratuitement. Des molécules qui peuvent valoir très cher, plusieurs milliers de dollars pour un gramme. Et ensuite, en fait, ils montent des projets avec ces chercheurs. Et donc l'idée, c'est de continuer à valoriser ces molécules qu'ils ont créées en interne en utilisant le savoir-faire des chercheurs. Et donc, dans ce cadre-là, dans le cadre de l'agroalimentaire, on a un autre exemple, qui en l'occurrence qui est Danone, qui vient d'annoncer il y a quelques semaines maintenant qu'ils ouvraient leur catalogue de ferments gratuitement et il me semble que vous allez pouvoir envoyer aussi certains de ces ferments gratuitement aux chercheurs qui veulent les utiliser pour créer de nouveaux produits, en tout cas pour faire de la recherche dessus.